Propose que l'on commence pour ne pas pénaliser toutes les personnes qui se sont connectées à l'heure et les autres vont nous rejoindre. Donc, tout d'abord, bienvenue à ce 26e atelier. Donc, en fait, ces ateliers, comme vous le savez, sont organisés par le GIE Gers et par Gers Data, grâce surtout à la position de Gers Data dans l'écosystème CGDIM Pharma. Et aujourd'hui, on capte les données au travers de toutes les activités du groupe, en particulier, bien sûr, Gers Data, hein, qui est en fait la première langue vivante en données de santé qui permet d'analyser tous les KPI, de comprendre le marché. Ensuite, on utilise des données de Safe Pharma sur le référencement des produits au niveau des officines, également les données de PharmaML, ce qui nous donne des indications au niveau des tensions d'approvisionnement, de Maya, de Smart 360, Futura Media, C-Media et puis bien sûr de la BCB. Donc ces données sont largement partagées, sont partagées au niveau des pouvoirs publics et des autorités de santé, l'assurance maladie, la DGS, où on partage notamment toutes les données sur la campagne vaccinale, sur la grippe, bien sûr toutes les données liées au Covid qui ont alimenté pendant longtemps les autorités, également au niveau de l'ANSM et du ministère. Donc, on utilise les données hospitalières, les données de prescription et de la Bastine, qui a été sélectionnée dans le cadre d'appels d'offres au niveau de l'ANSM et du CEPS, et puis toutes nos données de vente au niveau de Gers Data, le Sell-in, SogNow, SogEarly, le Sell-out, et puis Gers Rupture. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à David pour démarrer cette présentation. David, c'est à toi. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas eu aussi nombreux connectés. Donc, premier point sur la médecine de ville et notamment sur cette année 2022 et effectivement avec une période de septembre-octobre où la fréquentation en médecine générale est en fort recul, aussi bien par rapport à l'année dernière que par rapport à 2020. Donc, effectivement, on a probablement un usage différent de la médecine générale. Alors, c'est vrai aussi parce qu'il y a une attrition du nombre de médecins et probablement une durée plus longue pour avoir des rendez-vous et aussi probablement parce que le réseau officinal fait office de courroie aussi d'absorption de ces demandes de premier recours. Le sujet de la téléconsultation, et on voit que ça décline quand même petit à petit, et l'enjeu sera de trouver un second souffle sur cette téléconsultation, puisque ça représente entre 3 et 4% sur cette rentrée des consultations en médecine générale. Alors, et forcément, ça se retraduit derrière sur l'activité officinale et sur l'évolution du chiffre d'affaires. Pour rappel, hein, quand même, on avait un réseau qui faisait 36 milliards de chiffre d'affaires pendant des années et des années. L'année dernière, il est passé à 38 milliards en mettant de côté les tests antigéniques. Là, sur les 12 derniers mois, fin octobre, on dépasse les 40 milliards pour frôler les 41 milliards. Et quand vous regardez la structure de l'activité et de la délivrance, le poids de la prescription de ville en chiffre d'affaires diminue, donc ce qui est corrélé aussi avec ce qu'on a vu précédemment en termes de consultation médecine générale. Le poids de la prescription hospitalière ne fait que grandir à grande vitesse et le conseil au sens large du terme est légèrement dynamique, mais pèse 20% sur du coup, si je prends l'expression d'un gâteau, sur un gâteau qui est beaucoup plus gros. Et donc, ce rôle d'accompagnant et d'accompagnateur du patient au quotidien
fonctionne aussi bien dans la délivrance avec de plus en plus de produits techniques et dans le conseil. Et c'est vrai que je crains que 2023, vous me demandiez encore de conserver 2022, 2021, 2020 et 2019. Et là, je pense qu'on va finir tous par devenir épileptiques. Mais globalement, si vous le regardez sur ces 4 dernières semaines, on a un chiffre d'affaires du réseau officinal qui est toujours dynamique à plus 6% par rapport à l'année dernière et qui est principalement porté par la délivrance issue de la prescription hospitalière. Et quand vous regardez les dynamiques que vous observez sur cette slide et celles qu'on va voir juste après, vous allez voir les grandes différences. C'est qu'aujourd'hui, et définitivement, la lecture par taux de TVA, elle est finie, elle est illisible et elle ne permet pas aux pharmaciens, aux groupements, au réseau dans sa globalité de tirer des conclusions. Taux de TVA à 2,1 ne fait que croître en chiffre d'affaires. Par contre, il y aura un impact sur la fréquentation, il y aura un impact sur la marge. Le 5,5 mélange trop aujourd'hui de statuts différents, que ce soit les compléments alimentaires, que ce soit le gel hydroalcoolique, que ce soit certains DM de prescription, que ce soit la nutrition infantile, que ce soit la nutrition clinique. Et globalement, aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de cette analyse-là. La TVA à 10 est en léger recul sur ces 4 dernières semaines, mais reste très, très dynamique par rapport aux autres années. Ce qui va être l'enjeu, c'est comment on va finir l'année. Et puis le TVA à 20, si vous vous dites que le conseil est dans le TVA à 20, vous voyez bien qu'il y a une différence de dynamique qui montre bien que l'analyse par taux de TVA ne permet pas aux uns et aux autres de pouvoir analyser les dynamiques. Et donc, on va être obligé, et vous allez être tous contraints d'analyser de plus en plus d'analyses catégorielles parce qu'effectivement, la dynamique sera à travers l'analyse des catégories. Du coup, sur le remboursable, Patrick, tu peux nous éclairer ? Tout à fait. Ben, le marché remboursable, comme tu l'as dit, hein, il suit aussi et il influence également l'évolution du CA du réseau officinal. Hein. Il est en hausse et en forte hausse quand on regarde le sell-in des médicaments remboursables depuis le début de l'année. En cumul mobile, on est à plus 11% sur les 12 derniers mois et depuis le début de l'année, on est également à plus 11%. Donc, un marché extrêmement dynamique. Alors, on va en voir les raisons un peu après. Hein. On a un mois de septembre même qui est un tout petit peu avant de passer à celle-ci, un mois de septembre qui est également extrêmement dynamique puisqu'on était à plus 12,9%. Alors, dans cette évolution du mois de septembre, vraisemblablement, l'achat des vaccins contre la grippe par les pharmaciens en prévision de la campagne de vaccination a eu une forte influence. Cette campagne a débuté le 18 octobre, mais il y a eu près de 7,9 millions de doses qui ont été commandées par les officines en septembre, contre 2,9 millions l'an dernier. Donc, une forte différence. Donc, ça représente en fait un chiffre d'affaires d'à peu près 90 millions d'euros et une contribution à la croissance sur le mois de 3,6 points. Donc, cette croissance en septembre est très forte, en particulier en liaison aux achats des vaccins antigrippaux. Alors, quand on regarde maintenant un peu la décomposition du marché, sur ce marché très, très dynamique, vous avez les produits remboursables hors produits nouveaux et produits de sortie de réserve hospitalière qui ont une évolution forte, hein, en cumul fixe par rapport à 2021 à plus 8,3%. Ils représentent 96% du CA. Mais vous avez, quand on regarde la segmentation par nouveaux produits, les nouveaux produits qui pèsent pour 2,6% ont une croissance de 121% et les produits de sortie de réserve hospitalière, eux, ne pèsent que pour 1,5%, mais ont une croissance de 202%. Alors, vous voyez effectivement que les chiffres d'affaires sont faibles, hein, par rapport au total, mais la croissance de ces deux segments sont extrêmement fortes. Slide suivante. Donc, quand on regarde les classes qui sont les
les plus dynamiques ou les moins dynamiques. Donc, dans les plus dynamiques, on retrouve les produits de la fibrose kystique. Pour les autres produits du système nerveux central, on a une évolution de 155%, hein, donc une très très forte croissance. Les inhibiteurs de l'interleukine, 31% de croissance. Les produits de la coagulation sanguine ont une croissance à 853%, on verra tout à l'heure les raisons. Et puis les antinéoplasiques, inhibiteurs de la protéine kinase, à 105, avec plus 105 millions par rapport à l'an dernier et à plus 7%. Dans le top 5 des classes qui contribuent à la décroissance, vous voyez qu'elles ne pèsent que pour moins 80 millions d'euros contre plus 876 pour les 5 classes qui contribuent à la croissance. Donc, on est vraiment sur un marché en très, très forte évolution. Et les classes qui sont en décroissance, on retrouve les produits de la sclérose en plaques, moins 7%, les anti-ulcéreux, moins 7%, les antiagrégants plaquettaires, moins 12%, les antiviraux de l'hépatite, moins 11%, et les analgésiques narcotiques à moins 7%. Alors, slide suivante, David. Donc, quand on a eu beaucoup de questions par rapport au taux de pénétration mensuel des génériques. Est-ce qu'il y avait une évolution? Globalement, hein, pour cette année 2022, il y a une grande stabilité. On se situe aux alentours de 84-85% depuis le début de l'année. Au-dessus des chiffres de 2021 régulièrement. Et quand on regarde le même graphique concernant les biosimilaires, slide suivante, ben là, on voit que ce taux de pénétration des biosimilaires également étant légèrement, il y avait eu une baisse au mois de juillet après le pic qu'on avait connu au mois de juin, mais depuis, on a une augmentation régulière du taux de pénétration de ces biosimilaires. On avait vu lors des ateliers précédents les raisons, et donc on ne va pas s'attarder, il n'y a pas beaucoup d'évolutions supplémentaires. Quand on regarde maintenant les pathologies hivernales, alors dans les pathologies hivernales, on a vu qu'il y avait une forte augmentation de la pathologie, et la pathologie hivernale n'a pas échappé à cette augmentation. Et les 4 classes qui sont en augmentation, on retrouve les produits liés aux gastro-entérites, hein, avec plus 20%, qui sont passés de 9 à 10 millions. Les antibiotiques voie générale qui ont une augmentation de 20%, qui sont passés de 60 à 73 millions. Alors, on est en unité, hein, là, hein, et pas en chiffre d'affaires. Les analgésiques, hein, le paracétamol, l'ibuprofène, qui a une augmentation de 10% à 520 millions d'unités. Et enfin, tous les produits qui sont utilisés dans les problèmes de rhinologie, les antitussifs, les expectorants, qui ont eu une très, très forte augmentation avec plus 45% sur la période. Donc, plus de pathologies hivernales en 2022. Et quand on regarde, quand on fait un focus sur les antibiotiques, ben sur les antibiotiques, on voit, c'est la courbe orange, que 2022 est très largement au-dessus depuis la semaine 35 jusqu'à la semaine 49, hein, la dernière semaine, très largement au-dessus de tout ce qu'il y avait eu sur les précédentes années. On est à plus 18% par rapport à la même période de 2021, qui lui-même était à plus 28% par rapport à la même période de 2020. Donc, très, très forte augmentation. Alors, la baisse que vous pouvez constater sur la semaine 44, pardon, est sûrement principalement liée c'était la semaine du 1er novembre, donc avec un pont, puisque le 1er novembre était un mardi, donc vraisemblablement
on retrouvera une augmentation sur la semaine qui va suivre. Alors, qu'en est-il maintenant du marché régulé? Alors, on a eu énormément de questions autour de la régulation et notamment quel va être le montant des reversements pour 2021. Est-ce que c'est bien les chiffres annoncés? Qu'en sera-t-il pour 2022? On va essayer de répondre à ces questions. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que le marché régulé en données brutes, il est en légère augmentation entre 2018 et 2021, très légèrement. Mais il augmente ensuite très, très fortement, et notamment sur les 9 premiers mois de 2022, on est à plus 10% d'augmentation. Donc là, on est à la fois sur le marché remboursable ville et le marché hospitalier régulé. Et vous voyez que les deux segments de marché augmentent de façon importante, à la fois le remboursable ville et à la fois l'hospitalier. Quand on regarde les reversements, justement, donc les questions qui ont été posées autour de cela, on avait des reversements en 2018 autour de donc les reversements bruts, ce sont les remises produits, les ATU, la clause de sauvegarde, W, L et M en fonction des années. Donc, on est été à 2,136 milliards en 2018, on est passé à 2,592 milliards en 2019. 2020 avait marqué été marqué par une très forte augmentation de ces remises. On était passé à 4,348 milliards. Et les prévisions pour 2021, puisque les chiffres ne sont pas encore connus officiellement, hein, c'est l'hypothèse de la clause de sauvegarde. Le total des reversements serait de 5,540 milliards, ce qui est énorme. On estime, mais là, bon, on reste assez prudent, que ces reversements pour 2022 devraient se situer aux alentours de 6,5 milliards. Donc, encore une très, très forte augmentation de l'ordre de 15 à 20%. Alors, ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que on a une augmentation du marché régulé en données brutes. Mais quand on prend en compte les remises, hein, avec cette augmentation quand même très forte des remises, on a du coup un marché régulé net qui est, lui, en légère augmentation, compte tenu de l'augmentation de ces remises. Et tout cela prend en compte ce qu'on appelle le champ aveugle, hein, mais qui représente moins de 0,1%. Ce sont les quelques laboratoires qui ne seraient pas adhérents du GERD et également les ATU nominatives. Mais comme je vous l'ai dit, cela représente moins de 0,1%. Donc, ce n'est pas vraiment significatif à ce niveau-là. Slide suivante. Quand on regarde maintenant, quand on va sur l'évolution des produits onéreux en pharmacie, donc vous êtes maintenant habitués à ce suivi, on a pris deux seuils de produits. Tout d'abord, les produits qui ont un PFHD supérieur à 1930, c'est-à-dire ce qui correspond au taux de marge maximum pour le pharmacien. Vous voyez qu'entre 2017 et 2022, sur le cumul mobile annuel, le nombre de présentations a été multiplié à peu près par 3. Et dans le même temps, le chiffre d'affaires de ces présentations a été multiplié par 4, donc ce qui est une très forte augmentation. Et ces produits onéreux, donc au-delà de 1930 €, représentent 0,08% des volumes vendus à l'officine, mais en unité, en chiffre d'affaires, par contre, cela représente 22%. Donc, une très, très forte part de ces produits dans le CA de l'officine.
Quand on regarde maintenant une autre catégorie de produits, c'est les produits dont le CA est supérieur à 468,97 €. Là, c'est par rapport au taux de marge des grossistes, taux de marge maximale. Ben là, on s'aperçoit également qu'il y a eu une augmentation de nombre de présentations qui a été multipliée par 2. En revanche, on ne constate pas la même augmentation aussi forte pour le CA généré par ces produits. On a à peu près, ça a été également à peu près multiplié par 2 entre 2017 et 2022. Ces produits représentent 0,46% des volumes et représentent 41% du chiffre d'affaires des produits à l'officine. Donc également une part conséquente du chiffre d'affaires de l'officine. Alors, autre question qui ont été très, très nombreuses, cela concerne les tensions d'approvisionnement. Donc, sur les tensions d'approvisionnement, on constate depuis le début de l'année, on vous l'avait montré régulièrement, une augmentation du nombre de présentations en rupture. On est aujourd'hui à un pic sur l'année 2022 avec 1177 présentations en rupture, mais on est très loin du pic d'avril 2020, qui était où on avait atteint près de 2000 présentations en rupture. Alors, cela concerne à peu près l'ensemble du marché remboursable, c'est vraiment très réparti. Et donc, on continuera bien entendu à suivre attentivement ces informations. Alors également, autour de la campagne de vaccination grippale, vous nous avez posé des questions. Qu'en est-il cette année? Est-ce que la campagne de vaccination marche mieux que les années précédentes? La réponse est clairement non. Vous voyez que après, quand on compare sur les mêmes périodes entre 2019 et 2022, 2022 est à moins 25% par rapport à 2021 en millions, on est en millions de doses cumulées. On est à moins 45% par rapport à 2020 et on est à moins 22% par rapport à moins 2019. Donc, une campagne de vaccination qui démarre assez lentement et puis surtout qui est assez hétérogène. On a au niveau national à peu près 29% des personnes de plus de 65 ans qui ont été vaccinées, ce qui veut dire qu'il en reste quand même plus de 70% qui ne le sont pas. On voit qu'il y a des différences au niveau régional. Il y a 4 régions qui sont en avance par rapport au taux national. Ce sont les Hauts-de-France avec 34%, la Normandie avec près de 33%, la Bretagne avec 31,5% et le Grand Est avec 31,1%. Et quand on regarde le poids des vaccinations qui ont été effectuées à l'officine, comme pour les années précédentes, vous voyez que pour les années précédentes, on avait une augmentation. Alors, pour 2019, 2020, 2021, c'était les pourcentages en fin de campagne, donc à février de l'année suivante. Là, on est à 37% à date, ce qui est beaucoup, et ce qui veut dire que le poids des vaccinations effectuées à l'officine sera très vraisemblablement supérieur à celui de 2022. Alors, faisons maintenant un zoom sur les baisses de prix. Et là encore, vous nous avez posé des questions, notamment sur ce qui pouvait se passer, parce qu'on parle beaucoup de baisses de prix, mais il y a également des hausses de prix. Et donc, on a procédé à cette analyse. Quand on regarde en économie sécurité sociale, donc à droite, on voit qu'en ville, la prévision est d'avoir des baisses de prix en brut de moins 565 millions d'euros. Il y a eu déjà 442 millions
de réaliser depuis le début de l'année à fin septembre et on prévoit encore moins 123 millions. Mais quand on regarde sur ces 565 millions, comment ça se structure, en fait, il y a réellement 584 millions qui correspondent à des baisses et il y a eu 19 millions d'euros de produits qui ont eu des hausses. Alors, vous me direz, c'est très faible par rapport aux 584, mais cela donne quand même une lecture un peu différente. Et surtout, quand on a cette lecture au niveau de l'hôpital, là, la lecture est totalement différente puisqu'on prévoit à peu près 300 millions d'euros de baisse de prix à l'hôpital, mais dans ces 300 millions d'euros de baisse de prix, on en a réellement 400 millions et on a, dans le même temps, 106 millions de hausse de prix. Ces 106 millions de hausse de prix, c'est assez inhabituel pour être souligné, c'était l'augmentation du prix des immunoglobulines qu'il y avait eu en octobre 2021. Donc, l'objectif de la loi de finances qui était, donc au total, on pense à atteindre un rendement de 862 millions de… Non, slide précédente, David, s'il te plaît. 862 millions de baisse de prix pour cette année 2022, dont 986 millions de véritables baisses, on est en brut là, et 124 millions de hausse. Et quand on ramène ça en net, donc l'objectif de la loi de finances était de 825 millions d'euros en prix net. Ben, on arrive à 759 millions d'euros projetés en prix net, soit un rendement de 92%, donc inférieur à ce que la loi de finances avait prévu, malgré un chiffre record de baisse de prix. Quand on compare justement 2022 par rapport à 2021, donc 2022, cette fois-ci, se trouve à gauche, 2021 à droite, vous voyez, on va prendre simplement les derniers chiffres, donc ceux du bas, on voit que le rendement donc brut, 862 millions attendus pour 2022, alors qu'il avait été de 521 millions pour 2021. Donc, un effet des baisses de prix très fort pour cette année 2022. David, je te laisse la parole pour ton analyse sur tout ce qui est conseil automédication et autres. Bon, du coup, on va parler de sujets plus légers. Donc, l'automédication, donc tout ce qui est délivré en termes de médicaments sur le conseil du pharmacien. Catégorie de produits qui a été très chahutée par le passé. Et c'est vrai que quand on regarde l'évolution par rapport à l'année dernière, on reste dans un environnement de convivialité et de partage des microbes, probablement aussi lié à deux choses, la baisse de l'utilisation du gel hydroalcoolique et au fait qu'on est un pays latin et que du coup, de temps en temps, on partage un certain nombre de microbes, mais on voit que sur le mois d'octobre, qu'on se compare à l'année dernière ou à l'année d'avant, on a un segment du médicament de conseil qui est en croissance. Et surtout, si vous me permettez ce trait d'humour, en termes de convivialité, on voit bien que tout ce qui est microbes, maux de gorge, rhume grippal, toux sèche, diarrhée, est en forte croissance. Et surtout sur cette rentrée par rapport à l'année dernière. Et donc, c'est vrai que si juste on prend le recul depuis le début de l'année, on a une année pour laquelle l'ensemble des saisons porte ses fruits. Beaucoup de patho hivernales en début d'année. On a eu l'allergie, après on a eu le solaire. Et puis, sur cette fin d'année, du coup, un petit peu de froid, un petit peu de microbes. Et en contributeur à la décroissance qui contribue à la décroissance que de moins 4 millions, on va être sur des segments comme les douleurs articulaires, douleurs musculaires. Je vous rassure que je suis pour rien parce que du coup, moi qui ne fais pas de sport, douleurs musculaires, je suis plutôt à l'abri. Mais Patrick, qui fait beaucoup de sport, lui est très sujet. Mais du coup, maintenant, il est monté en compétence et du coup, beaucoup moins fragile qu'il l'était. Alors, sur la santé familiale, quand on l'élargit et la nutrition en termes de croissance de chiffre d'affaires, et on verra tout à l'heure l'inflation,
parce que c'est vrai que quand on compare en évolution de chiffre d'affaires, à un moment donné, il va falloir qu'on puisse aussi isoler l'impact des hausses de prix. Alors, c'est vrai que cette catégorie est en belle croissance cette année, plus 13% par rapport à l'année dernière, plus 7%, donc petit ralentissement sur cette fin d'année. On va voir effectivement comment elle se porte. Et là aussi, quel que soit le statut, on va avoir le tonus vitalité. C'est vrai que moi, je vois, je ne sais pas vous, mais du coup, il y a un certain nombre de collaborateurs qui sont un peu mous là. Et donc, du coup, un peu de tonus vitalité, fort contributeur premier contributeur à la croissance, mal de gorge, douleur et fièvre, là tout. Le sommeil qui se maintient du coup sur ces dernières années en termes de contribution à la croissance et les troubles de l'humeur. Ça me fait penser du coup à mon manager de temps en temps. Mais ça, c'était un petit clin d'œil. Et puis, bon, contributeur à la décroissance, vous le savez, hein, c'est ma faute pour le premier, puisque j'ai arrêté. Et ensuite, effectivement, différents segments. Quand on regarde sur cette période de la rentrée, la décomposition de cette croissance entre l'effet prix, l'effet volume et l'innovation. Alors, l'innovation, on a intégré dans l'innovation tout ce qui est nouvelle référence qui n'était pas présente sur l'hiver dernier, considérant que ça pouvait être des innovations soit modérées ou légères à des vraies innovations ou des vraies nouveautés. Mais ce qui est à noter, c'est que globalement, la croissance, elle est portée et par l'innovation et par l'effet prix. Et on a un effet volume qui est légèrement négatif. Et donc, du coup, l'effet prix pèse quand même pour 20% de la croissance sur cette période-là. Et avec les équipes, on a regardé le marché différemment, notamment cette notion d'inflation qui est toujours un sujet sensible. Et pour cette slide-là, puisqu'on a un marché dans lequel, globalement, depuis le début de l'année, le poids de l'innovation est plus modéré, on a pris le top 100 des REF non remboursables, janvier 2020, et on a regardé l'évolution de ce prix mois après mois depuis janvier 2020. Et vous pouvez voir, même en termes de courbe, en termes visuels, on a eu une inflation qui s'installe durablement. On a les courbes qui s'écartent de plus en plus. Les autres années, vous voyez, on était quasi symétrique. On avait la hausse de tarifs en début d'année, puis c'était stable dans le temps. Là, on avait une première hausse de 2 points. Et là, sur le mois d'octobre, on est déjà à 3,3 à périmètre constant. L'élément de la slide qui suit, c'est de se dire, on va raisonner autrement, on va dire quel est l'impact de l'inflation pour le patient et le consommateur au quotidien. C'est-à-dire que de passer sur un périmètre courant, c'est-à-dire tenir compte des évolutions et donc de l'achat au quotidien du consommateur et qui a besoin du conseil du pharmacien. Et là, même principe, sur une base 100 en janvier 2020, vous pouvez voir en début d'année, l'inflation n'impactait pas directement le consommateur dans son choix, puisque on avait une faible évolution, donc des choix de catégories de produits qui faisaient qu'il était moins touché par ce qu'on a vu tout à l'heure sur ce périmètre constant. Par contre, vous voyez que ça ne résiste pas sur la durée cette année, puisque on a un point d'inflation significatif, et donc ça veut dire que le portefeuille aujourd'hui du patient et du consommateur est touché par cette notion d'inflation sur cette santé familiale. Alors, on peut faire le même exercice, toujours en panier courant sur les compléments alimentaires. Une inflation qui se positionne en début d'année et puis qui s'étiole et qui s'agrandit au fil du temps. On est à 2,5, 2 points sur le mois d'octobre. On va voir effectivement l'année. Alors, sachant qu'on a aussi un effet stock dans l'officine, c'est-à-dire effectivement une anticipation des hausses de prix qui fait que du coup, certains se sont stockés de manière à amortir cet effet augmentation des prix. L'un des marchés qui est les plus sensibles à l'augmentation du prix, probablement par la faible marge réalisée par le réseau officinal et la forte augmentation des prix. Et là, vous pouvez le voir, de deux choses l'une, où les bébés vont devoir manger moins, où globalement, il y a un impact qui est fort, puisque si vous regardez sur le mois d'octobre, on est quasiment à 6 points, précisément, 6 points d'inflation par rapport à l'année dernière. Et la courbe n'a pas l'air de ralentir mois après mois. Et donc, effectivement, un impact très fort sur cette nutrition infantile. Donc, cette notion d'inflation varie beaucoup en fonction des produits. Elle varie beaucoup en fonction
de l'état de stock. Elle varie beaucoup aussi dans le choix de conseils du pharmacien par rapport à son consommateur, si on voit effectivement en santé familiale un effet quand même certain sur cette inflation. Quand on regarde justement l'évolution sur les mots de l'hiver et ce qu'on évoquait de manière factuelle, douleur et fièvre, belle croissance cette année, plus 10%, mal de gorge pareil, plus 17% sur cette période, la toux. Le rhume étagrippal reste stable. On voit que c'est un segment qui est plus soumis à difficulté depuis quelques années, et la diarrhée qui est en croissance de 8% sur cette rentrée. Avec les équipes, quand je dis on s'est amusé, c'est plutôt eux qui se sont amusés et moi qui le traduis, de classer sur cette santé familiale en fonction des marques et de leur position. Et un peu, si je reprends une allégorie que faisait un ami pharmacien à moi sur la notion de l'entonnoir, vous pouvez voir que le top 5 des marques en santé familiale gagnent des parts de marché. Et on a la même chose sur les challengers, sur la 21e marque à la 50 qui commence à grignoter des parts de marché. Et vous allez avoir les marques à l'intérieur de cette santé familiale qui glissent. Et donc, effectivement, on a un phénomène qui va jouer davantage les marques qu'on pourrait considérer un peu comme stars et un peu les pépites ou les pépinières qui challengent un peu le marché. Et donc, une taille, pour ne pas dire un ventre mou au milieu, qui effectivement est fragilisé, et puis les marques qui sont plus loin dans le peloton, qui effectivement s'étiolent, de par aussi le besoin pour le réseau de raisonner ce linéaire et d'avoir de plus en plus ou de moins en moins pléthore de marques sur le linéaire. En dermo, un marché et une année qui est relativement belle, pour pas dire magnifique, avec une dynamique sur cette fin d'année qui soutient, qu'on soit sur le réseau pharmacie ou parapharmacie. Là, on a vraiment poulé les deux pour se dire, voilà, quel est l'usage en France sur ces deux circuits du consommateur. Donc, une dynamique avec, excusez-moi, une inflation aussi qui continue à être présente. Là, 3 points d'inflation par rapport à l'année dernière en panier courant sur cette dermo, qui est plus important que ce qu'on avait en début d'année. L'enjeu, effectivement, sera de voir son évolution sur cette fin d'année et puis surtout sur l'année prochaine. Les top 5 en dermo contributrices à la croissance, vous allez avoir le soin visage, le capillaire et l'acné, et ensuite le soin du corps et tout ce qui est peau fragilisée. C'est vraiment aujourd'hui le top des catégories qui sont contributrices à la croissance, quel que soit le réseau officinal ou parapharmacie. Le bio, on est sur un segment qui résiste bien. Alors, en bio, on a pris tout ce qui est dans Claude Bernard segmenté bio, que ce soit de la dermo, que ce soit de la nutrition ou des huiles essentielles. Donc, vraiment le bio dans sa globalité. Donc, un marché qui est moins dynamique sur cette fin d'année, plus 8%, mais qui reste sur une belle dynamique depuis le début de l'année, plus 14%. Et quand on regarde la lecture des dynamiques, alors plus la boule est grosse, plus elle est contributrice à la croissance. Quand c'est négatif, c'est à la décroissance. Et le ranking, donc vous allez avoir visage et corps donc en dermo, fort contributeur à la croissance et toujours dans les 2 premiers segments. La nutrition, avec notamment la nutrition infantile, 3e. Tonus vitalité reste positif en bio dans le réseau officinal, il est négatif dans le para. Donc, on commence aussi à voir, et on le fera dans le bilan 2022, des différences de prise en charge de la santé entre les réseaux parapharmacie et pharmacie. Huile essentielle et confort respiratoire sont également dynamiques. Et vous le voyez, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, tonus vitalité, vous voyez, dans le réseau officinal reste bien positif. Il est du coup très négatif dans le réseau parapharmacie. Un point sur les DM remboursables, souvent, je n'allais pas dire oublié, mais effectivement peu évoqué. Alors, on est légèrement positif sur cette rentrée, plus 3%, avec surtout le diabète qui est en belle dynamique. On va avoir les pansements
et la compression qui reste dynamique, mais en dessous le marché, comme pour l'orthopédie, et la sécheresse oculaire qui est plutôt stable par rapport à l'année dernière. Patrick, un point sur l'hôpital? Tout à fait. Donc, sur l'hôpital, ben, le marché, on en a dit déjà quelques mots tout à l'heure au travers de la régulation. Ben, le marché est également dynamique avec, quand on regarde les évolutions des achats sur les 3 dernières années, on voit que le septembre 2022, en cumul fixe, on a une augmentation de plus 5% par rapport à l'année précédente, qui elle-même avait une augmentation de 7% par rapport à 2020. En UCD, il y a également une augmentation et c'est à noter. Ce n'était pas le cas sur les dernières années. Donc, un marché hospitalier dont les achats sont dynamiques. Il y a eu 4,4% au mois de septembre, donc ce qui est également important. Alors, quand on regarde maintenant le marché des médicaments régulés à l'hôpital et un tout petit peu la segmentation. Donc, vous avez les médicaments hospitaliers régulés et les autres. Donc, les autres, c'est les produits intra-GHS. Donc, on voit que ces produits sont quasiment stables à moins 0,3%. Il y a une légère baisse sur le cumul fixe 2022 par rapport à 2021. En revanche, les médicaments hospitaliers régulés, eux, ont une croissance extrêmement forte avec plus 9%. Et surtout, ils représentent 65% des ventes à l'hôpital, puisqu'ils dépassent aujourd'hui les 6 milliards 500 millions d'euros. Et le total des achats à l'hôpital sur les 9 premiers mois de l'année dépasse les 10 milliards d'euros. Donc, slide suivante. Quand on regarde les classes contributrices à la croissance, donc on a les antinéoplasiques, anticorps monoclonaux qui ont une très, très forte augmentation. 579 millions d'augmentation de chiffre d'affaires, ça représente 20%, pardon. Dedans, vous avez des produits comme Keytruda, Darzalex, Phesgo, avec des indications plutôt cancérologiques. Ensuite, vous avez les autres antinéoplasiques avec Yescarta, Trodelvy, Abecma, pareil, pas mal d'indications en cancérologie, lymphome et myélome. Les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase avec des évolutions encore fortes, 69%, 50 millions d'euros de croissance, Calcans, Lenvima et Tagrisso. Les immunoglobulines polyvalentes, facteur 4, avec 44 millions de croissance, 44 millions de croissance, soit 12%. Là, vous avez Clérigue, Phlebogamma, Privigène, et enfin, les autres immunosuppresseurs qui ont une forte évolution, moindre en chiffre d'affaires, mais quand même de 24%. Donc, ces 5 classes contribuent à une croissance de 827 millions, alors que les 5 classes qui contribuent à la décroissance ne pèsent que pour moins de 284 millions, et on retrouve surtout les anti-néoplasiques avec le lidomide, le thalidomide de BMS, bon, pour des raisons essentiellement perte de brevet, donc il est génériqué. Pour le thalidomide de BMS, donc ça c'est Revlimid qui est génériqué, alors que le thalidomide de BMS, lui, c'est des baisses de volume. Vous avez les autres produits du système nerveux central avec Vyndaqel, donc c'est une sortie de réserve hospitalière, donc qui explique cette décroissance de moins 36%. Pour les produits de la coagulation sanguine avec Hemlibra, Alprolix, vous avez également Hemlibra, c'est une sortie de réserve hospitalière, et pour Alprolix, ce sont des baisses de prix depuis juillet 2021.
Les anti-TNF avec Inflectra et Remicade, là, ce sont des baisses de volume, donc ils représentent quand même moins 22%. Et enfin, les produits de l'HTA pulmonaire, dont les baisses sont liées à des baisses de prix qui ont toutes eu lieu en avril 2022. Donc voilà pour cette situation concernant les différentes classes à l'hôpital. Quand on regarde les médicaments en accès dérogatoire, c'est-à-dire tout ce qui est ATU, post-ATU, accès précoce, accès compassionnel, on constate une très très forte augmentation, et notamment entre le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022, on a 60% de croissance. Ces produits représentaient 170 millions d'euros en 2021, ils représentent plus de 270 millions d'euros en 2022. Donc, très, très forte croissance de ces produits en accès dérogatoire. Donc, voilà pour la situation à l'hôpital. Alors, on va terminer par un point. Vous avez été nombreux à nous demander, à nous poser des questions sur le PLFSS 2023 et d'avoir un décryptage. Alors, on vous avait fait parvenir une première version suite à la publication du test. Il y a eu le passage à l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu une nouvelle version qui a été adoptée le 31 octobre 2022. Alors, voyons dans le détail ce qu'il y a. Alors déjà, slide suivante. Donc, le 20 octobre, la Première ministre a déclenché le 49.3 sur le volet recettes du PLFSS pour 2023. Le 26 octobre, 49.3 sur le volet dépenses, toujours pour le PLFSS, et pour l'ensemble du texte. Et enfin, le 31 octobre, le PLFSS dans son ensemble a été adopté après le rejet de toutes des motions de censure. Donc, aujourd'hui, on a un nouveau texte qui comporte 110 articles contre 54 dans le texte initial. Alors, voyons un tout petit peu ce qui a évolué. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut constater dans les chiffres qui ont été communiqués, c'est que l'on va vers un redressement du déficit de la branche maladie et, à l'inverse, il y a une dégradation au niveau de la branche vieillesse. En effet, la branche maladie va réduire son déficit à moins 20 milliards d'euros, ce qui est quand même conséquent, hein. On parle quand même de chiffres extrêmement importants, alors qu'il était de moins 26 milliards en 2021. Et cela s'explique par, d'une part, la reprise du marché de l'emploi qui génère davantage de cotisations, et puis surtout la baisse des dépenses liées à la crise sanitaire, le Covid, avec la vaccination, les différentes campagnes de vaccination, a entraîné quand même des cas nettement moins sévères et donc une baisse importante des dépenses. Et cette amélioration devrait se poursuivre en 2023, puisque le déficit de la branche maladie devrait atteindre moins 6,7 milliards d'euros pour 2023, et pour 2026, si on se projette aussi loin, on devrait être à moins 2,6 milliards pour 2026, pour la branche maladie. En revanche, la branche vieillesse et la Caisse nationale d'assurance vieillesse, elle, va se dégrader fortement, puisqu'elle devrait être aux alentours de moins 3,5 milliards en 2023, avec une baisse beaucoup plus forte en 2024 pour atteindre à peu près 16 milliards en 2026, et tout ça étant lié, bien sûr, par la courbe du vieillissement démographique qui ne fait que s'accentuer. Donc voilà pour ce premier constat. Alors, quand on regarde maintenant les chiffres, deux chiffres, l'Ondam 2023 hors Covid est à plus 3,7%. Quand on inclut le Covid, moins 0,8%. Donc, cela, en fait, les 3,7%, ben ça représente 243 milliards d'euros. C'est une hausse de 8,6 milliards d'euros par rapport à 2022. Et là, on est à champ constant.
Quand on inclut la hausse sanitaire, l'Ondam 2023 va passer de 244 millions va passer à 244 millions, soit une baisse d'à peu près 2 milliards, d'euros. C'est une involution de 0,8% par rapport à 2022 en raison de la baisse des dépenses liées à la crise sanitaire. Slide suivante. Donc, le projet de loi tel qu'il a été voté prévoit des objectifs de baisse de prix élevés. Il y a un effort d'économie de 1,5 milliard d'euros qui va peser sur les produits, sur l'ensemble des composantes, dont une comparaison par rapport à 2022, cela représentait que 1,250 milliard. Sur ces 1,5 milliard, il y a 1,1 milliard sur les produits de santé, dont 900 millions de baisse de prix négociés. Donc là, il y a encore une incertitude quant à la part du médicament et la part du DM. Et il y a une provision de 200 millions de clauses de sauvegarde. On peut être assez circonspect par rapport à ces 200 millions, mais c'est ce qui est annoncé dans les chiffres. Il y a 250 millions également d'efforts qui seront demandés à la biologie et 150 millions à l'imagerie médicale. Slide suivante. David. Slide suivante. Ah, je pense que David, voilà, nous a rejoint. Donc, on va voir maintenant les différents articles dans le PLFSS. Donc, ce qu'il faut avoir surtout en tête, c'est que ce PLFSS 2023 est beaucoup plus agressif que la loi de finances 2022. Alors, les différents articles qui concernent le médicament, donc il y a l'article 9 bis et la clause de sauvegarde des médicaments. Donc, on a notamment le nouveau montant M pour 2023. Donc, le montant M de 24,6 milliards a été adopté et il est inchangé. Dans la loi de finances 2022, il était à 24,5, donc il est fixé, il est révisé à 24,6 pour 2023. Dans l'article 9 bis également, un point important qui est la répartition au niveau de la clé de sauvegarde. Dans la première version du PLFSS 2023, c'était 100% au prorata du chiffre d'affaires de l'entreprise. Suite au vote et en première lecture à l'Assemblée nationale, il y a une modification de la répartition de cette clause de sauvegarde à hauteur de 70% sur la part du chiffre d'affaires et à hauteur de 30% sur l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, 70% sur la part de marché et 30% sur la croissance. Autre modification, c'est concernant la clause de sauvegarde, c'est la mise en cohérence de l'assiette du montant M. Alors, là, il y a eu une modification. Dans le PLFSS 2023, il était prévu un élargissement de l'assiette et en première lecture à l'Assemblée nationale, il a été décidé que l'élargissement aux achats faits par Santé publique France ou par l'Agence nationale de santé publique ne compteront pas en 2023, mais seront intégrés simplement dans cette assiette à partir de 2024. Autre point dans l'article 9 bis, c'est le plafond du montant de la clause de sauvegarde individuelle. Vous savez donc que ce plafond de 10% donc, a été modifié. Il est de 10% sur le CA total brut, mais maintenant pour 2023, il y aura uniquement un plafond sur le CA net régulé. Et ce ne sera plus sur le chiffre d'affaires total de l'entreprise, mais uniquement sur le périmètre de la clause de sauvegarde. Donc, c'est une modification importante.
Autre modification, l'article 20, donc slide suivante. Donc là, c'est l'élargissement des compétences vaccinales et l'extension des professionnels de santé pouvant vacciner. Donc, il va y avoir un élargissement de la prescription et de l'administration de certains vaccins aux infirmiers, aux sages-femmes, aux pharmaciens, ainsi qu'aux étudiants de troisième cycle de médecine et de pharmacie. Il devrait y avoir un arrêté prochainement, après avis de l'HAS et de la NSM, pour fixer la liste des vaccins qui seront concernés par cette nouvelle réglementation. Autre article qui a été, pour lequel il y a eu des discussions, donc l'article 30 concernant la révision de la prise en charge et des remises. Donc, c'est le financement des médicaments de thérapeutique innovantes qui a été adopté. Donc là, le PLFSS 2023 prévoit que lorsque le prix demandé par l'exploitant pour une thérapie innovante est supérieur à un seuil fixé par arrêté, le coût du traitement sera fixé par convention ou à défaut par décision du CEPS. Ensuite, en ce qui concerne les conditions de remboursement, le médicament est remboursé aux établissements de santé s'il répond à une double condition, TFR fixé de façon à ce que le nombre d'unités multiplié par le TFR soit inférieur au forfait du MITI qui sera fixé lui aussi par arrêté, et un prix limite de vente égal au TFR. En ce qui concerne l'étalement des paiements, lorsque le montant du coût de traitement sera supérieur au nombre d'unités multipliées par le TFR, donc le prix de vente, la prise en charge se fera au travers du remboursement à l'établissement de santé et également par des versements directs à l'entreprise. Donc, ces modalités de paiement, elles tiennent compte des données d'efficacité, elles vont vraiment reposer sur les données d'efficacité en vie réelle au regard des avis de l'HAS et des essais cliniques qui seront réalisés. Et les recueils seront financés par l'exploitant et sont remplis par, bien sûr, les établissements. Slide suivante. Alors, création de nouvelles remises pour élargir le remboursement des produits de santé. C'est un article qui a été adopté. Donc, ces nouvelles remises s'appliquent lorsqu'un médicament est inscrit au remboursement sur une demande spécifique de l'industriel, pour un périmètre d'indication thérapeutique plus restreint que celui dans lequel la spécialité présente un service médical rendu suffisant. Donc, les remises seront dues jusqu'à ce que l'industriel demande la prise en charge de cette spécialité pour l'ensemble des indications qui sont concernées par ce SMR suffisant. Le montant des remises, donc là, il y a un arrêté qui va paraître. Le taux appliqué au CA de la spécialité sur la période considérée sera établi selon un barème fixé, donc par arrêté, en fonction de la taille respective de chacune des populations cibles, des indications pour lesquelles l'inscription n'a pas été demandée et celles pour lesquelles la spécialité est inscrite, ce qui permettra de tenir compte de l'ensemble. Donc, ces nouvelles remises devront être versées à compter de 2024 si à cette date, l'industriel n'a pas demandé de prise en charge dans toutes les indications qui sont couvertes par le SMR suffisant. Autre modification, c'est l'instauration des remises dans le cadre de l'accès précoce pour les achats de l'État. Donc, c'est les stocks de Santé publique France. Donc, ça a été adopté. Donc, les médicaments qui font l'objet d'achats par l'État feront également l'objet de remises prévues dans le cadre de l'accès précoce pour assurer l'équité des produits sous accès précoce. Autre texte adopté, le rôle de la NSM pour les accès précoces et compassionnels est entré en vigueur en juillet 2021. Donc là, il y a eu une modification. Avant le PLFSS 2023, il y avait une évaluation par la NSM de tous les médicaments candidats à un accès précoce qui n'avaient pas obtenu d'AMM européenne, incluant également ceux qui avaient eu un avis positif de l'Agence européenne du médicament.
Dans le cadre du PLFSS 2023, ça a été repris et l'avis de l'ANSM ne sera plus requis pour la décision d'autorisation d'accès précoce dans le cas où il y aura eu un avis positif du comité des médicaments à usage humain de l'EMA et que bien sûr que cet avis est disponible. Cet avis attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du médicament dans l'indication considérée. Donc voilà ces modifications. Donc le texte a été adopté hier au Sénat. A priori, il n'y a pas de nouvelles modifications concernant le médicament. Le texte va repasser à l'Assemblée nationale et il y aura une nouvelle lecture jeudi matin et on en saura un peu plus à ce moment-là. Merci à toutes et à tous. D'abord, merci pour votre présence, encore très nombreuse. Merci pour les nombreuses questions qui nous sont parvenues. Je ne pense pas qu'on ait pu répondre à toutes parce que c'était assez difficile de le faire. On a répondu aux principales. Merci aux équipes qui nous ont aidés à préparer, David et moi, ces ateliers. Et on vous donne rendez-vous pour les prochains ateliers virtuels du GERS. Très bonne journée à vous tous.